Et si le plus grand ennemi politique de Donald Trump n'était pas les démocrates, mais ses propres électeurs, pas les adversaires, pas les journalistes, pas les procureurs, ses propres partisans, ceux qui ont voté pour lui 3 fois, ceux qui portaient les casquettes rouges, ceux qui ont refusé d'entendre quoi que ce soit contre lui pendant 8 ans. Ces gens-là, aujourd'hui, écrivent sur sa propre plateforme sociale, celle qu'il contrôle, dont il peut effacer les commentaires à tout moment des choses comme « Donald, toi et ton cabinet, vous pouvez tous aller en enfer ». Voilà ce qui se passe en ce moment à l'intérieur du camp MAGA. C'est pas CNN qui dit ça. C'est pas le Washington Post qui sort une analyse éditoriale. Ce sont les messages que ses propres soutiens publient en réponse à ses posts sur Truth Social en juillet 2025. Et je vais vous montrer exactement pourquoi ça arrive et pourquoi c'est bien plus structurel qu'une simple crise de popularité passagère. Parce qu'il y a 2 fils à démêler ici et ils sont distincts. Le premier, la trahison économique. Les promesses chiffrées, les engagements nommés. Est-ce qu'il reste tout ça concrètement dans le portefeuille des Américains qui ont voté Trump? Le second, l'effondrement identitaire du mouvement MAGA lui-même, la guerre en Iran, les mêmes en intelligence artificielle, et le moment où les propres architectes idéologiques du mouvement ont commencé à appeler leurs partisans à voter démocrate au mi-terme. 2 fils, un seul verdict. Une précision avant d'aller plus loin. Les faits que je vous cite dans cette vidéo viennent de sources identifiées. Le Washington Post, CBS News, GasBuddy, AFP Action et les captures d'écran de Truth Social citées dans le reportage. Quand je cite les propos de quelqu'un, je le nomme. Quand quelque chose reste une allégation ou une tendance et non un fait établi, je le dis. Commençons par les chiffres, parce que les chiffres ne mentent pas. En janvier 2025, Donald Trump prenait ses fonctions avec une promesse centrale, l'économie. Pas les valeurs, pas l'identité, l'économie, le dollar dans la poche de l'Américain ordinaire. C'était le contrat. Et le contrat était précis. Il avait dit, mot pour mot, que le prix de l'essence descendrait sous $2 le gallon. Il avait dit que les prix alimentaires baisseraient en 24 heures. Il avait dit que le coût de l'énergie serait divisé par 2. Il avait dit qu'il y aurait des chèques de remboursement. Il avait dit qu'il n'y aurait pas de nouvelle guerre. Il avait dit qu'il construirait le mur. Il avait dit qu'il expulserait 30 millions de personnes en situation irrégulière. Ce n'étaient pas des suggestions, ce n'étaient pas des aspirations vaguement formulées pendant un débat. C'étaient des engagements publics, répétés dans les meetings, inscrits dans la mémoire de millions d'électeurs qui ont voté sur cette base précise. Et d'après un sondage CBS News publié au cours de l'été 2025, une seule question posée aux Américains, est-ce que les politiques de Trump vous ont rendu financièrement mieux lotis, moins bien lotis ou à la même place qu'avant? 13% répondent mieux lotis. 13. En janvier 2025, le solde attendu par les républicains eux-mêmes était de plus 12 points. Il est aujourd'hui à moins 45. 60 points d'écart entre l'attente et la réalité mesurée sur la même échelle par le même institut auprès des mêmes catégories de population. Ce n'est pas un glissement, c'est un effondrement. Attardez-vous une seconde là-dessus, 13%. Dans un pays où Trump a été élu avec environ 47% des voix, où son socle dur oscillait entre 40 et 45% en sondage de cote de popularité, 13% de gens qui se disent mieux lotis financièrement, c'est un chiffre qui passe en dessous de sa base la plus fidèle. Ce ne sont plus les indépendants qui lâchent, ce sont les siens. Prenons un visage, Lance Solantic, Harrison County, Iowa, retraité, 56 ans, ancien agent d'assurance. Il a voté Donald Trump à 3 reprises. Et voilà ce qu'il a dit au Washington Post. Les 3 dernières élections présidentielles représentent, je cite selon le Washington Post, les 3 pires erreurs de toute sa vie. Pas une déception, pas une nuance. Les 3 pires erreurs de toute sa vie. Et il énumère, lui aussi avec précision, le prix de l'essence qui devait passer sous $2, il paie aujourd'hui plusieurs centaines de dollars supplémentaires par mois, rien que pour rouler à moto. La nourriture qui devait être moins chère en 24 heures, le mur, les expulsions, l'échec, la promesse de ne pas entrer en guerre. Nous avons voté pour Trump, dit-il, et il a fait exactement l'inverse de ce qu'il avait annoncé. Il envisage de s'abstenir aux prochaines élections ou de voter démocrate. Ce n'est pas un militant démocrate infiltré dans le reportage. C'est un retraité d'Iowa qui a voté républicain toute sa vie. Passons aux chiffres nationaux.
Parce que l'anse solentique n'est pas une exception. D'après GasBuddy, en juillet 2025, les Américains dépensent environ 350 millions de dollars supplémentaires par jour en carburant par rapport à l'année précédente. Par jour, pas par mois, pas par trimestre, par jour. La flambée des prix d'énergie touche tout, le transport, la logistique, les trajets domicile-travail, les petites entreprises. CBS News a retrouvé Wayne Schoenberger, transporteur de véhicules de luxe à travers le pays, électeur de Trump. Il calcule qu'il dépense désormais 900 à 1000 dollars de plus par trajet en carburant. Il a dû réduire le nombre de trajets mensuels pour maintenir une marge. Et voici ce qu'il dit en face caméra à CBS. Il est un Américain travailleur qui se fait avoir à la pompe. Sa question adressée à Trump: aide-nous, pas aide les banques, pas aide les actionnaires. Aide les gens qui ont voté pour toi. Ce moment, une personne réelle, un nom, un visage, un montant précis, ce moment invalide toute théorie abstraite sur l'économie. Ce n'est pas un macro-indicateur. C'est 900 dollars de moins par trajet pour quelqu'un qui avait voté pour Trump 3 fois, et les organisations républicaines elles-mêmes ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. AFP Action, un groupe de terrain pro-républicain, pas une ONG progressiste, AFP Action, a fait du apporte dans les banlieues de Des Moines, en Iowa, un État classiquement acquis aux républicains. Leurs propres chiffres internes indiquent qu'environ un électeur républicain fiable sur 5 est aujourd'hui à risque soit susceptible de rester chez lui au midterm, soit de voter démocrate. Cette estimation couvre Iowa, Ohio, Caroline du Nord, Montana, New Hampshire, Michigan. Un électeur républicain sur 5. Et leurs propres équipes de terrain signalent que les sujets qui ressortent à la porte, l'inflation, le coût de la vie et la guerre en Iran, et ces 20% à risque, ajoute AFP Action, n'incluent pas les électeurs Trump à faible propension, ceux qui votent pour lui mais ratent souvent les midterms. Même la base la plus fidèle commence à s'éroder dans les projections internes du camp républicain. Voilà où nous en sommes sur le premier fil. Bon, à ce stade, on pourrait se dire, une dégringolade de popularité économique en mi-mandat, c'est classique. Reagan, Clinton, Obama, tous les présidents souffrent d'une forme de déception économique entre les grandes élections. C'est pas inhabituel, non? C'est ce qu'on est censé croire. Sauf que ça ne tient pas. Ce qui change tout ici, c'est pas la déception en elle-même, c'est la précision des promesses trahies. Trump n'a pas promis vaguement une économie meilleure ou un avenir plus prospère, des formulations suffisamment larges pour absorber la réalité. Il a promis 2 dollars le gallon, il a promis des économies en 24 heures, il a promis les chèques, il a nommé les chiffres. Il a mis sa signature rhétorique sur des engagements qui se mesurent directement à la caisse du supermarché et à la pompe à essence. Et cette précision-là crée une dette de résultats que rien ne peut remballer. Trump n'a pas juste raté ses promesses. Il a raté exactement les promesses sur lesquelles il avait été élu, pas les détails secondaires, les piliers du contrat de base. Ce n'est pas une déception ordinaire de mi-mandat, c'est la rupture d'un contrat nommé clause par clause. Et ce premier fil n'est encore rien comparé à ce qui suit, parce que pendant que la déception économique monte chez les électeurs ordinaires, quelque chose d'autre se passe au sommet du mouvement MAGA, quelque chose qui touche non plus au portefeuille, mais à l'identité même du mouvement. Revenons au printemps et à l'été 2025. Trump a engagé les États-Unis dans un conflit militaire, avec l'Iran, une guerre que personne dans son camp n'avait demandé, que ses propres électeurs, à la porte de Des Moines, citent comme raison principale de leur retournement. Et voici le schéma de ces 4 mois, tel qu'il s'est documenté publiquement. Trump annonce les portes de l'enfer formule utilisées pour menacer l'Iran de représailles dévastatrices. Les bases américaines au Moyen-Orient continuent d'être pilonnées. Trump recule et annonce qu'il cherche un accord, puis reparle des portes de l'enfer, puis recule à nouveau vers l'accord. 4 cycles, 4 mois, aucun résultat. C'est pas de la stratégie, c'est de l'oscillation sans encre. Et pendant ce temps, pendant que ces bases sont ciblées et que ces hommes meurent ou risquent de mourir au Moyen-Orient, Donald Trump consacre une partie substantielle de ses journées à poster sur Truth Social. Des images générées par intelligence artificielle, des cartoons, des vidéos de synthèse. Accrochez-vous, parce que ça va plus loin que ça n'en a l'air. Il a posté des images AI de bateaux iraniens qui explosent. Il a posté des vidéos AI du Capitole intitulées Panique à Washington. Il a posté des vidéos AI de lui-même en pirate
à bord d'un pétrolier iranien avec le message « C'est notre pétrolier maintenant ». Il a posté des mèmes haïs avec des personnages en tenue traditionnelle arabe ou iranien, capturés par sa propre Navy devenue, selon sa mise en scène, une flotte de corsaires numériques. Il a posté des images moquées de journalistes féminines. Il a posté des cartoons moquant Chris Christie sur son poids, la Navy américaine, réduite à des pirates en images de synthèse. Pendant une guerre active au Moyen-Orient, et les commentaires sur sa propre plateforme Truth Social, rappelons-le, la plateforme qu'il possède, ne viennent pas de comptes anonymes démocrates. Ce sont des gens qui s'identifient comme ses soutiens, qui utilisent le langage de la droite MAGA, qui réagissent à ses posts avec des messages comme « c'est tellement choquant, comporte-toi comme un président adulte » ou encore « arrête ça ou aide-nous, sois comme Reagan » ou encore « votre cabinet est nul » ou encore, et je cite textuellement selon le reportage, « tu ruines l'économie, tu nous as mis dans des guerres sans fin, le pays s'effondre, personne ne peut plus se payer quoi que ce soit ». Et ceux qui écrivent ça ne sont pas des adversaires infiltrés dans les commentaires. Ils utilisent le vocabulaire du mouvement, ils connaissent les références internes, ils sont là depuis le début. Vous n'étiez pas parano. Vous aviez simplement plus de bon sens que la version qu'on vous vendait sur la solidité indéfectible de la base MAGA. Il y a une version de l'argument en face qui tient debout, et la voici, un président qui affronte simultanément une guerre non voulue, héritée d'une dynamique régionale que ni Obama ni Biden n'avaient résolu une inflation dont les racines remontent au choc post-Covid et aux politiques de stimulus de l'ère Biden, et un congrès fragmenté qui bloque ses initiatives économiques. Ce président a des contraintes structurelles réelles. Des économistes notent que le prix de l'énergie dépend en partie de marchés internationaux que Washington ne contrôle pas directement. Certains prix alimentaires sont liés à des chaînes d'approvisionnement mondiales que même un décret exécutif ne peut pas recabler en 24 heures. Ce n'est pas rien. Mais ce n'est pas ce qu'on lui reproche. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir promis exactement le contraire de ses contraintes et d'avoir présenté cette promesse comme facile, rapide et à sa portée personnelle. La contrainte structurelle existe. Le problème, c'est qu'il l'a vendue comme inexistante pour gagner des voix. Et maintenant que la réalité se présente, il n'a plus les mots pour l'expliquer, alors il poste des cartoons pirates. Et il y a un deuxième chapitre à cette histoire, et il change toute la portée du premier. Nick Fuentes. Pour ceux qui ne connaissent pas, Fuentes est l'un des architectes idéologiques du mouvement America First dans sa version la plus radicale. Pas un électeur lambda, pas un commentateur modéré. L'un des théoriciens de l'aile la plus dure du nationalisme trumpiste. Il a récemment participé à un entretien pour le podcast Channel 5, une émission qui fait du journalisme de terrain, pas de l'activation partisane. Et là, face à Hunter Biden, qui l'interroge sur la possibilité que des gens comme lui reviennent vers Trump, Fuentes répond, selon Channel 5, c'est terminé, les gens voient de quoi il est fait. C'est un menteur, c'est un escroc. Et il ne s'arrête pas là. Il dit qu'il appelle ses partisans à voter démocrate au mi-terme de 2026. Pas à s'abstenir, pas à voter pour un tiers. À voter démocrate parce que les démocrates au Congrès utiliseront leur pouvoir de contrôle pour faire émerger la corruption de l'entourage Trump, Jared Kushner, Howard Lutnick, Steve Witkoff, Don Jr., Trump lui-même. Et Fuentes ajoute toujours, selon Channel 5, que la corruption de cet entourage n'a rien à voir avec ce qu'on avait reproché à Hunter Biden, que c'est un sport différent, un jeu entièrement différent. Voilà le signal que vous devez enregistrer ici. Quand l'architecte idéologique du mouvement America First, pas un démocrate, pas un opposant, pas un critique de longue date, quand cet homme-là dit à sa propre audience de voter pour l'opposition pour que la corruption de Trump soit révélée, le mouvement n'existe plus sous sa forme originelle. Un mouvement dont le principal théoricien interne appelle à voter pour ses ennemis déclarés n'est plus un mouvement. C'est un champ de ruines idéologiques. Revenez avec moi à la question du départ. On s'est demandé si le plus grand ennemi de Trump était ses propres électeurs. La réponse, maintenant que vous avez vu les deux fils, ce n'est même plus la bonne question. Le vrai phénomène, c'est que la coalition elle-même se désintègre simultanément sur deux axes distincts, l'axe économique chez les électeurs ordinaires, l'axe identitaire chez les cadres idéologiques du mouvement. Ces deux effondrements n'ont pas les mêmes causes, n'impliquent pas les mêmes acteurs et ne répondront pas aux mêmes remèdes. C'est ça qui rend la situation structurellement différente d'une simple crise de popularité.
ce sentiment que vous aviez que quelque chose de fondamental était en train de se fissurer dans la coalition trumpiste, il était juste, et ce n'est pas tout. Parce qu'il reste un troisième élément que les grands médias couvrent à peine et qui illustre quelque chose de concret sur les conséquences réelles des coupes Dodge et USAID. Au cours de l'été 2025, une épidémie de cyclospora, un parasite intestinal, s'est déclarée dans le Midwest américain. Les symptômes, diarrhée sévère, crampes, fatigue, les Michigan est l'épicentre. Plus d'une vingtaine d'États ont signalé des cas. Et d'après CNN, qui a enquêté sur la réponse gouvernementale à cet épisode, les premières contaminations ont été identifiées dès la mi-mai. L'État du Michigan a émis son alerte publique le 1er juillet. Le CDC, le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies, a attendu 2 semaines de plus pour émettre son propre avis national. 2 semaines pour un parasite en expansion dans 20 États. D'après un ancien fonctionnaire fédéral des laboratoires cité par CNN, les coupes budgétaires dans les agences fédérales, notamment via Dodge, ont entraîné la perte de personnel spécialisé et la perte de capacités opérationnelles nécessaires pour identifier la source des épidémies. Ce n'est pas CNN qui spécule, c'est un ancien officiel cité par CNN. Ce n'est plus de la politique abstraite, ce n'est plus une bataille de pourcentage dans les sondages. Quand les coupes dans les agences fédérales de santé publique retardent de 2 semaines la réponse à une épidémie parasitaire nationale, le coût devient biologique. Et les personnes qui absorbent ce coût, ce sont précisément les électeurs du Midwest, les mêmes qui ont voté Trump pour avoir un gouvernement qui fonctionne pour eux. Et il y a encore le dossier glyphosate. Le DOJ Trump a déposé un mémoire d'amicus curiae devant la Cour suprême pour défendre l'immunité des fabricants de glyphosate, l'herbicide de Monsanto, racheté depuis par Bayer, que des études ont lié à certains cancers. La Cour suprême, à majorité conservatrice nommée sous Trump pour une bonne part, a accordé cette immunité, rendant de facto impossible aux États de poursuivre les producteurs. Et Trump a émis un décret exécutif promouvant le glyphosate au titre du Defense Production Act, autrement dit, en invoquant la sécurité nationale pour sanctuariser un herbicide controversé. Les maires du mouvement MAHA, Make America Healthy Again, le courant santé lancé par RFK Jr. dans la sphère républicaine, s'étaient mobilisés précisément contre ce type de pesticides. Et elle voit désormais l'administration Trump faire exactement l'inverse de ce qu'elle leur avait promis sur le même terrain. Il y a une raison pour laquelle ces détails précis, le glyphosate, la cyclospora, les chiffres internes d'AFP Action ne font presque jamais la une des médias d'information en flux continu. Ce n'est pas un oubli éditorial. C'est un choix, répété assez souvent pour ne plus être accidentel. Ces faits-là sont certes moins spectaculaires qu'un tweet provocateur ou une audience au Congrès filmée en direct. Mais ce sont eux qui dessinent la structure de ce qui se passe, une administration qui perd simultanément sur l'économique, sur le stratégique, sur le sanitaire et maintenant sur le symbolique. Ce n'est pas une coïncidence isolée, c'est une méthode qui produit des résultats cohérents dans le mauvais sens. Et rien ne dit que ça s'arrête là. Ce qui devrait nous inquiéter, ce n'est pas seulement la désertion d'une frange de l'électorat MAGA avant les midterms. C'est que cette désertion se fait pour des raisons structurelles, des promesses économiques précises et nommées qui n'ont pas été tenues, une guerre que personne n'avait demandée, des coupes budgétaires dont les conséquences commencent à toucher la santé publique. Ces raisons ne disparaissent pas avec un poste sur trousse sociale, elles s'accumulent. Et ce sont toujours les mêmes, Wayne Schoenberger, qui ne peut plus financer ses trajets, Lance Solantic en Iowa, qui dit avoir fait les 3 pires erreurs de sa vie, les retraités à revenus fixes du Midwest qui ne comprennent pas pourquoi ils sont dans cette guerre qui encaisse, pendant que le discours officiel, lui, continue de parler de data centers et d'hélicoptères AI. Si vous voulez continuer à suivre cette histoire avec moi parce qu'elle est loin d'être terminée, et les midterms approchent, abonnez-vous à la chaîne. Si cette analyse vous a été utile, un like m'aide énormément à la faire connaître. Et activez la cloche parce que la prochaine étape de cet effondrement, elle arrive avant novembre.